Tu veux que je te dise ce que ma famille m'a fait? Je vais te le dire franchement. Je leur ai envoyé des dollars toute ma vie pour ma femme et mes enfants. Et quand je suis rentré dans ma ville après 35 ans aux États-Unis, ils m'attendaient avec une camionnette de maison de retraite, comme ça, sans câlin, sans fête, sans respect. Moi qui ai bossé comme un dingue aux États-Unis, j'ai traversé la frontière sans papier dans les années 1990. J'ai souffert de la faim, du froid et de l'humiliation. J'ai fini par être traité comme une nuisance par ceux-là même que j'avais juré de protéger. C'est ainsi qu'ils m'ont accueilli, comme si je n'étais plus utile, comme si j'étais fou. Point astérisque. Je m'appelle Sébastien González Ortiz. J'ai 60 ans et je suis né dans une petite ville perdue dans la jungle du Chiapas. J'y ai grandi, bercé par le chant des oiseaux et la chaleur étouffante de la terre humide. Je n'ai connu ni luxe, ni même confort. Ma maison était faite de vieilles planches avec un toit en tôle qui résonnait comme un tambour quand il pleuvait. Le sol était en terre battue et, enfant, je dormais sur une natte que ma mère étalait dans un coin chaque nuit. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris que la vie était dure. Mon père m'emmenait au champ des lâches de 8 ans. Il m'a donné une machette plus grande que mes bras et m'a dit « Tu dois aider, mon fils, il n'y en a pas assez pour tout le monde. » Je le suivais, coupant la canne, portant du bois de chauffage et récoltant le maïs. Ma mère, les mains calleuses, moulait le maïs sur le métate avant le lever du soleil. Avec un peu de sel, elle faisait des merveilles pour que nous ayons de quoi manger. Quand j'avais de la chance, elle préparait des haricots noirs et des tortillas fraîches. Pour moi, cette odeur était un festin de jeune homme de 20 ans avec celle que je pensais être ma compagne pour toujours. Nous avons eu 2 filles d'abord, puis mon fils, Alejandro. Je voulais leur donner ce que je n'avais pas. Mais dans les années 1990, le Chiapas était un endroit oublié. Le travail à la ferme nous permettait à peine de survivre. Les propriétaires nous traitaient comme des êtres jetables. Ils nous payaient une misère pendant des journées entières au soleil. J'ai souvent vu les riches se moquer de nous. Ils portaient des bottes neuves et des chemises repassées, tandis que je portais des sandales usées et des vêtements trempés de sueur. Je me souviens d'un Noël qui m'a marqué à jamais. Je n'avais pas d'argent pour acheter un jouet à mes enfants. Je leur avais promis de le faire un jour. Mais ce soir-là, nous n'avons mangé que des tortillas avec du sel et de l'eau de pluie. Alejandro, qui avait à peine 6 ans, m'a regardé les larmes aux yeux et m'a demandé pourquoi le Père Noël ne venait jamais à la maison. Cette question m'a transpercé l'âme. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je ne pensais qu'à moi. Mes enfants méritaient mieux. La vie est devenue de plus en plus dure. Les prix ont augmenté, le maïs n'a plus donné et les dettes se sont accumulées. Ma mère est tombée malade et je n'avais même pas de quoi payer des médicaments corrects. Ma femme se plaignait tous les jours que je n'avais pas les moyens de payer. Je travaillais du matin au soir, mais nous restions les mêmes, pauvres, affamés et sans avenir. C'est alors que j'ai commencé à entendre les histoires d'autres hommes qui avaient traversé la frontière pour entrer aux États-Unis. Ils disaient que là-bas, même en travaillant dur, l'argent suffisait, qu'en une journée on pouvait gagner ce qu'on gagnerait ici en une semaine. Au début, je pensais que ce n'était que des histoires, mais petit à petit, j'ai rencontré des gens qui partaient et envoyaient de l'argent à leur famille. Point. Chaque fois que je voyais mes enfants pieds nus ou que j'entendais ma femme dire qu'il n'y avait même pas de quoi acheter du sucre, j'avais la gorge serrée. Je ne voulais pas qu'ils grandissent comme moi, sans perspective, condamnés à la même misère. Un après-midi, après une nouvelle dispute avec ma femme à propos d'argent, j'ai pris ma décision. Je lui ai dit, je pars vers le nord. Je préférais mourir sur la route que de continuer. Voyant mes enfants mourir de faim, elle a pleuré, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il n'y avait pas d'autre solution. Je n'oublierai jamais la nuit où j'ai dit au revoir à mes enfants. Je les ai serrés fort dans mes bras, comme si c'était la dernière fois. Alejandro, à peine âgé de 8 ans, m'a demandé si je reviendrais bientôt. Je lui ai promis oui, même si au fond de moi, je n'étais pas sûr de tenir parole. J'ai embrassé mes filles, caressé leurs cheveux et quitté la maison avec un vieux sac à dos sur l'épaule. J'ai marché le long des sentiers de la jungle jusqu'à la route, où un homme nous attendait pour nous guider vers la frontière. Ce fut le début du plus grand sacrifice de ma vie. J'ai traversé le désert avec peur, soif, faim, la peau brûlée par le soleil. Mais je l'ai fait pour une seule raison, mes enfants. Je ne l'ai pas fait pour moi-même ni pour le luxe. Je l'ai fait parce que je ne voulais pas qu'ils vivent condamnés à la pauvreté. Dans le pays où j'ai grandi. Et maintenant, après tout ce que j'avais traversé, après avoir envoyé des dollars chaque mois pendant 35 ans, après avoir enduré l'humiliation, le froid et la solitude dans le Nord, je rentrais dans ma ville avec l'espoir de me reposer enfin auprès de ma famille. Je rêvais de me promener sur la place, de m'asseoir chez moi et de serrer mes enfants dans mes bras sans me presser. Mais au lieu de cela,
Ce qui m'attendait était la plus grande trahison de toutes. Ma propre femme, celle avec qui je partageais ma vie, m'avait trahi comme un vieil homme inutile. La pauvreté était le marteau qui me frappait sans cesse jusqu'à me forcer à prendre la décision la plus difficile. Au Chiapas, dans les années 1990, le travail ne valait rien. On nous payait à peine quelques pièces pour couper la canne à sucre ou transporter des sacs de café dans les fermes. Nous passions des journées entières sous un soleil de plomb, le dos courbé et les mains couvertes d'ampoules. Et à la fin de la journée, ce qu'on me donnait ne suffisait même pas à acheter 1 kilo de riz. Je me souviens de la rage que j'ai ressentie quand j'ai donné ma sueur pour presque rien. Et j'ai regardé les colons monter dans leur nouveau camion, tandis que nous rentrions à pied, fatigués et affamés. J'avais déjà 3 enfants qui dépendaient de moi, 2 petites filles et Alejandro, mon fils unique. Tous 3 grandissaient vite et avaient besoin de plus chaque jour. Ma femme se plaignait que je ne pouvais pas payer, et même si je travaillais comme un dingue, je savais qu'elle avait raison. Certains soirs, la marmite ne contenait que des haricots et des tortillas dures. Mes filles me demandaient du lait et je devais baisser les yeux. Alejandro, l'aîné, essayait de tenir bon, mais au fond de lui, il souffrait aussi. Un soir, il m'a demandé pourquoi nous ne pouvions pas manger de viande comme les autres enfants. Cette question m'a transpercé comme une machette. Les humiliations n'étaient pas seulement à table, elles étaient aussi en ville. Un jour, je suis allé au magasin pour payer 1 kilo de sucre à crédit parce que je n'avais pas d'argent. Le propriétaire m'a regardé de haut en bas et m'a dit devant tout le monde « Je ne peux plus vous faire crédit. Sébastien, tu es pauvre, tu ne paies jamais à temps. » J'ai senti mon visage brûler de honte. Je suis parti la tête basse, écoutant les rires des autres. C'était l'une des nombreuses fois où ils m'ont fait sentir inférieur parce que je n'avais pas d'argent. D'autres, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est un Noël. Mes enfants attendaient des cadeaux. J'avais promis que cette année serait différente. J'ai travaillé plus longtemps, veillé toute la nuit, économisé le peu que j'ai pu, mais au final, il n'y avait pas assez d'argent. Ce soir-là, nous avons mangé des tortillas salées. Mes filles se sont endormies en pleurant, et Alejandro m'a demandé si le Père Noël existait. J'étais sans voix. Je me sentais comme le pire père du monde. Ce soir-là, j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer comme ça. J'ai commencé à entendre des histoires d'autres hommes de la ville qui partaient vers le nord. Ils disaient qu'il y avait du travail aux États-Unis, que là-bas, même sans papier, on pouvait gagner en une journée ce qu'on gagne ici en une semaine. Ils disaient que certains envoyaient de l'argent pour construire de grandes maisons avec du carrelage et des toits solides. Au début, j'ai cru que c'était exagéré, mais petit à petit, j'ai rencontré des familles qui commençaient à mieux vivre parce qu'elles avaient un enfant ou un mari dans le nord. Cela m'a donné de l'espoir. J'ai parlé à ma femme. Je lui ai dit que je pensais partir. Elle a pleuré. Elle m'a dit que c'était dangereux, que je pouvais mourir dans le désert ou que les agents de l'immigration pourraient m'attraper, mais j'avais déjà pris ma décision. Je ne pouvais pas continuer à regarder mes enfants souffrir. Je lui ai promis que je ne serais absent que quelques années, que j'enverrais de l'argent, et que je reviendrais ensuite avec assez d'économies pour reprendre notre vie en main. J'ai contacté un trafiquant qui accompagnait les gens à la frontière. Ce n'était pas donné. J'ai dû vendre la seule vache que nous avions pour réunir l'argent qu'il demandait. Ce jour-là, j'ai vendu la vache, j'avais l'impression de trahir une partie de mon histoire, mais je savais que c'était nécessaire. Le coyote nous a rencontrés par une nuit noire à Minanto, à la périphérie de la ville. Je me souviens avoir marché, un vieux sac à dos sur l'épaule et une lampe de poche à la main. Ma femme m'a accompagné jusqu'à la route. Elle m'a serré fort dans ses bras, comme si elle ne voulait pas me lâcher. Mes enfants dormaient, du moins, ils l'ont dit. Je n'ai pas pu leur dire au revoir cette nuit-là, mais leurs visages sont restés gravés dans mon cœur. Le départ s'est fait en silence. Nous étions une vingtaine d'hommes et de femmes, tous arborant le même regard empreint de peur et d'espoir. Nous avons marché sur des sentiers de terre jusqu'à un camion qui nous emmènerait vers le nord. Personne ne parlait. Je n'entendais que le vieux moteur et le murmure des prières de quelques personnes. Je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que je laissais derrière moi. Ma famille, ma terre, toute ma vie. Mais en même temps, je sentais que c'était le seul moyen de sauver mes enfants de la pauvreté dont j'avais hérité. D'Otesa a été la décision qui a tout changé. C'est là que le voyage le plus difficile de ma vie a commencé. Un voyage où j'ai connu la faim, le froid qui me glace les os, la peur constante des agents d'immigration et la solitude pesante. Tout ce qui a suivi était la conséquence de cette nuit où je suis monté dans ce camion en direction du nord. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait pour eux. Je n'oublierai jamais la nuit où j'ai traversé la frontière. Nous étions une vingtaine, tous avec de petits sacs à dos et le visage empli de peur. Le coyote nous a donné des instructions rapides,
marcher en silence, ne pas se séparer. Si le migrant apparaît, s'allonger par terre et ne pas respirer bruyamment. Le désert était un monstre. Le jour, le soleil nous brûlait, la nuit, le froid nous pénétrait jusqu'aux os. Nous avons marché des heures sans but, les lèvres gercées par la soif et les pieds couverts d'ampoules. DN, attendez une minute. Je pensais que je n'y arriverais pas. J'avais la gorge sèche et j'avais l'impression que mon corps ne répondait plus. Mais chaque fois que je voulais abandonner, je pensais à mes enfants. Je n'arrêtais pas de me répéter. Je ne suis pas venu ici pour moi. Je suis venu pour eux. Cela m'a donné la force de faire un pas de plus. J'ai vu un compagnon tomber, un homme âgé qui n'en pouvait plus. Le coyote nous a crié de le laisser, qu'il n'y avait pas de temps, mais je ne pouvais pas. Je portais son sac à dos, même si je pouvais à peine porter le mien. Je n'allais pas les laisser l'abandonner comme un déchet. Après 3 nuits de marche, nous sommes arrivés sur une route. Ils nous ont mis dans un vieux pick-up et nous ont entassés comme des animaux. Le moteur a rugi et pour la première fois, j'ai senti que j'avais peut-être une chance. Des heures plus tard, nous étions de l'autre côté. Pas le temps de célébrer. Le coyote nous a déposés dans une maison sale à la périphérie d'une ville. Vous restez ici quelques jours. Demain, ils vous chercheront pour du travail, nous a-t-il dit. Et c'est ainsi que ma vie aux États-Unis a commencé, sans papier, sans connaître personne, effrayé par la moindre ombre, mais avec l'espoir que tout cela en vaudrait la peine. Les premiers boulots se sont déroulés dans les champs. Cueillir des tomates, des oignons, des fraises, tout ce qui se présentait, des journées entières, du lever au coucher du soleil, courbé, le dos brûlant et les mains pleines de terre. On nous payait peu, mais c'était plus que ce que j'avais jamais gagné au Mexique. La première chose que j'ai faite a été d'envoyer de l'argent. Je ne gardais rien pour moi. Je mangeais du pain rassis et de l'eau, mais chaque dollar que je gagnais, je l'envoyais à ma femme pour que mes enfants puissent mieux manger. Ce premier versement a été comme un triomphe. J'avais le sentiment de tenir ma promesse. Je partageais ma chambre avec 6 autres migrants. Il n'y avait pas assez de lits pour tout le monde. Alors je dormais par terre, sur un morceau de carton. Le toit était troué, et en hiver, le froid me rongeait comme un couteau. Je m'enveloppais dans 2 vestes empruntées, et même là, j'ai claqué des dents toute la nuit. Mais je ne me plaignais pas. Au contraire, je pensais que ça valait la peine que mes enfants aient un lit chaud au Chiapas. Plus tard, j'ai trouvé un emploi dans le bâtiment. Là, j'ai appris ce que c'était que de porter des sacs de ciment jusqu'à en avoir les bras engourdis. Parfois, nous travaillions avec la neige qui tombait sur nos casques, d'autres fois sous un soleil brûlant. Je me suis coupé, blessé et foulé la cheville plus d'une fois. Je n'ai jamais arrêté. Si je manquais un jour, je perdais mon salaire et je ne pouvais pas me permettre ce luxe. Chaque jour de travail était un jour de nourriture pour mes enfants, les nuits où la faim me gagnait. Je rentrais dans ma chambre avec quelques pièces et j'achetais du pain rassis à l'épicerie du coin. Je le mangeais avec de l'eau et je fermais les yeux, imaginant que c'était de la viande et des haricots comme ceux que ma mère préparait au Mexique. Mais dans ma tête, je gardais l'image de mes enfants riant, le ventre plein grâce à l'argent que je leur envoyais. Ce rêve m'a permis de tenir le coup. La solitude était un autre coup dur, n'avoir personne, n'entendre la voix de mes enfants qu'au téléphone. Il y avait des appels où ils disaient « Merci, papa, on a l'argent ». Et je souriais, même si intérieurement je mourais de tristesse. Il y avait d'autres moments où je sentais ma femme distante, tranchante, comme si elle ne se souciait plus de m'écouter. Mais je pensais que c'était juste moi, que la distance avait refroidi sa voix. Je n'avais jamais imaginé ce qui se passait vraiment. Point. Durant ces premières années, j'ai appris à supporter l'humiliation. Les patrons nous hurlaient dessus, nous traitaient d'illégaux, nous payaient des milliers de dollars de moins que promis. Parfois, nous travaillions des semaines entières pour nous entendre dire qu'il n'y avait pas d'argent pour payer. J'ai ravalé ma colère et j'ai recommencé, car je savais que me battre pouvait me valoir l'expulsion. Je préférais me taire et continuer, car mon but n'était pas de me battre, mais d'envoyer des dollars à la maison. Point. Je justifiais chaque sacrifice par l'espoir d'offrir un avenir à mes enfants. Quand mes os me faisaient mal, je pensais à Alejandro portant des chaussures neuves. Quand mes mains crevassées me faisaient mal, je pensais à mes filles portant des robes neuves. C'était ce qui me motivait. La traversée n'était que le début d'une vie de sacrifice. Je me suis dit que ça en valait la peine, qu'un jour je reviendrais la tête haute et que ma famille m'accueillerait fièrement. Cet espoir m'a donné la force de survivre aux pires années de ma vie. Les années ont passé aux États-Unis comme une longue punition. Avant même de m'en rendre compte, j'y étais depuis 5, puis 10, puis plus de 20, vivant entre usines, chantiers et chambres louées. Ma vie là-bas se résumait à travailler, envoyer de l'argent et survivre.
Rien de plus. Je n'ai jamais connu le repos. Dans le bâtiment, j'ai appris ce que c'était que de porter des tiges d'acier jusqu'à ce que mes épaules brûlent comme du feu. Je mélangeais du ciment sous le soleil. Je construisais des murs dans un froid extrême, toujours silencieux, toujours obéissant. Un jour, une poutre m'a frappé dans le dos et je me suis retrouvé étendu par terre. Le contremaître m'a crié « Si tu n'y arrives pas, pars !» Je me levai du mieux que je pouvais, car je savais que si je ne travaillais pas, je ne serais pas payé, et si je ne l'étais pas, mes enfants ne mangeraient pas. Plus tard, j'ai travaillé dans des usines où le bruit des machines était insupportable. Je travaillais 12 heures par jour, les oreilles bourdonnantes, avec des gants qui me protégeaient à peine de la chaleur du métal. Il y avait des jours où je rentrais dans ma chambre avec les mains couvertes de coupures, et pourtant je m'asseyais pour écrire des lettres à envoyer au Mexique, avec un billet plié à l'intérieur. Ces lettres étaient ma façon de me sentir avec eux, même à des milliers de kilomètres. Le plus dur, c'était la solitude, passer Noël seul en imaginant ma famille dîner avec l'argent que j'envoyais. Un soir de décembre, il neigeait abondamment dehors. J'étais assis sur le vieux matelas, mangeant du pain rassis avec du café froid. Je fermais les yeux et imaginais mes enfants ouvrir les cadeaux en souriant. Cette illusion m'aidait à supporter les moments où je tombais malade. Fièvre, toux, courbature. Sans papier, je ne pouvais pas aller à l'hôpital, et encore moins me payer un médecin. Je buvais des tisanes que d'autres migrants me donnaient, et le lendemain, je retournais travailler comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas me permettre d'arrêter. Chaque jour sans travail était un jour sans argent. Je vivais dans de petites chambres, toujours partagées. Un matelas par terre, une couverture empruntée. L'été, la chaleur me faisait transpirer sans dormir. L'hiver, le froid me pénétrait, même si je mettais tous mes vêtements. Je me disais, ils vont bien au Mexique. Grâce à ça, ils ont de la nourriture et un toit. Cette pensée me motivait. Point. J'envoyais de l'argent tous les mois. Ma femme avait toujours un compte sur lequel l'envoyer. Elle me demandait de la nourriture, des vêtements, l'éducation des enfants, des médicaments pour un proche. Je n'hésitais jamais. Chaque dollar qui me tombait sous la main, je l'envoyais immédiatement. Je gardais le strict minimum. Je n'ai jamais acheté de voiture, jamais dépensé dans le luxe. Ma vie se résumait à économiser pour eux deux. Il y a eu des moments où je pensais enfin payer pour mes rêves. Un jour, ma femme m'a annoncé au téléphone qu'ils avaient réparé la maison, qu'elle n'avait plus de toit en tôle, mais en tuiles. J'étais fier, même si je dormais encore sur un matelas déchiré. Alejandro m'a rappelé pour m'annoncer qu'il était entré à l'université. J'étais fou de joie, même si je n'avais même pas terminé le lycée. Je pensais que tout allait bien, mais je commençais aussi à ressentir une certaine froideur. Les appels avec ma femme devenaient de plus en plus courts. Elle me disait qu'elle était occupée, qu'elle ne pouvait pas parler beaucoup. Je comprenais. Je la pensais fatiguée. Je n'aurais jamais imaginé que derrière ces excuses se cachait une autre vie que je soutenais sans le savoir. Point. Les humiliations aux États-Unis étaient notre pain quotidien. Certains patrons nous traitaient comme des ordures, des illégaux, dégagés d'ici, Nurleil. Parfois, on travaillait des semaines et à la fin, on nous disait qu'il n'y avait plus d'argent. J'ai ravalé ma colère et j'ai recommencé. Je ne pouvais pas risquer de me battre, car je risquais de tout perdre. Je préférais garder le silence, car chaque dollar que je gagnais était une assiette de nourriture au Mexique. Les autres migrants étaient ma seule compagnie. Nous nous retrouvions le soir, racontions des histoires de nos villes, parlions de nos familles. Chacun de nous avait le même objectif, envoyer de l'argent, même si cela nous coûtait la vie. Beaucoup sont morts seuls là-bas et leurs corps ne sont jamais revenus. J'ai toujours prié pour que ce ne soit pas mon sort. Ainsi, les années ont passé. 35 au total, 35 ans de sacrifice, de froid, de faim, de solitude. Je me répétais sans cesse. Un jour, je reviendrai et tout cela en vaudra la peine. Un jour, ils me prendront dans leurs bras et me diront « Merci, papa ». Cet espoir m'a permis de tenir le coup d'hôte. À 60 ans, j'ai décidé que j'en avais assez. J'avais travaillé comme une folle, j'avais envoyé des milliers de dollars. Maintenant, je voulais me reposer dans la maison que j'avais payée, arpenter les rues de ma ville, serrer mes enfants dans mes bras sans me presser. J'ai fait mes valises avec enthousiasme, acheté des cadeaux pour tout le monde et pris l'avion pour le Chiapas. Ce jour-là, je suis rentré au Mexique et je l'ai gravé dans mon cœur comme le plus beau jour de ma vie. Je me suis levé tôt, j'ai enfilé mes plus beaux vêtements et j'ai emballé les cadeaux que j'avais offerts à mes enfants, une montre pour Alejandro, une robe pour chacune de mes filles et un simple collier pour ma femme. Alors que l'avion descendait au-dessus du Chiapas, les larmes coulaient d'elles-mêmes. Par le hublot, j'ai vu la verdure, les collines, les maisons éparses.
Après 35 ans, je suis enfin rentré chez moi, Dot. À l'aéroport, je m'attendais à voir mes enfants courir vers moi, ma femme les yeux humides et des voisins m'accueillir comme un homme qui n'a jamais oublié ses racines. Mais la réalité était différente. Au lieu de m'embrasser, j'ai trouvé 2 hommes en uniforme à côté d'une camionnette blanche. Un panneau peint sur le côté indiquait « Centre de soins pour personnes âgées ». Je me suis figé. J'ai demandé d'une voix tremblante « Et où est ma famille ?» L'un d'eux a répondu sans me regarder. « Sa femme nous a envoyés. Dit-elle, elle ne peut plus s'occuper de lui. Elle vient avec nous. » Mon cœur se serra. J'avançai d'un pas maladroit jusqu'à ce que j'aperçoive ma femme au loin. Elle n'apportait ni fleurs, ni larmes, ni sourires. Elle me regarda avec une froideur que je ne lui avais jamais vue auparavant et dit devant tout le monde « C'est tant mieux. Tu n'es plus bien dans ta tête. On ne peut pas s'occuper de toi. » Je sentis le sol s'effondrer. Comment pouvait-elle inventer ça à mon sujet? J'étais fatigué, certes, mais en bonne santé. J'avais l'esprit clair. Ce n'était pas un fou. Point final. À cet instant, le médecin de ville s'approcha. Je le connaissais depuis mon enfance, toujours en blouse blanche et parlant comme s'il était le maître de la vérité. Il tenait un dossier à la main. Il l'ouvrit et me montra un document tamponné et signé. Il a dit d'une voix ferme, « Monsieur Sébastien est atteint d'une maladie dégénérative. Il ne peut pas se soigner seul. Il vaut mieux le transférer immédiatement au centre de soins. » J'ai crié que c'était un mensonge, que je n'avais jamais fait d'examen, mais personne ne m'a entendu. Les voisins qui s'étaient rassemblés autour ont murmuré. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec moquerie. Point. Mes enfants étaient là. Alejandro m'a vu les larmes aux yeux, mais il n'a rien dit. Mes 2 filles ont regardé par terre comme si elles voulaient disparaître. J'ai essayé de m'approcher, mais ma femme les a arrêtées d'un geste brutal. Elle leur a dit « Ne le touchez pas, il est malade. Laissez-le partir. » J'ai senti mon âme se briser en 1000 morceaux. Point. J'aurais voulu entrer, ne serait-ce que pour m'asseoir sur la chaise que j'avais achetée à la sueur de mon front. Mais ma femme est restée sur le seuil. « Vous n'avez plus rien à faire ici », a crié Juan avec colère. C'est alors qu'est sorti mon cousin Esteban, celui-là même dont je me souvenais, ce profiteur paresseux. Une bière à la main, un sourire moqueur aux lèvres. Il m'a donné un coup d'épaule et m'a dit « C'est fini, Sébastien, tu n'as rien à faire ici. Va à la maison, de retraite et meurs en paix. Tout cela est à nous maintenant. » Ces mots me brûlaient. La rage me parcourait le corps. J'avais envie de le frapper, mais en voyant mes enfants, je me suis retenu. Je ne voulais pas qu'on se souvienne de moi comme d'un homme qui perdait le contrôle, mais le mal était fait. Les voisins chuchotaient. Certains disaient « C'est triste qu'il ait en travaillé dans le Nord et que ce soit comme ça qu'il a fini. » D'autres riaient doucement, comme si mon malheur était un spectacle. Soudain, 2 policiers locaux arrivèrent. L'un me regarda avec compassion, mais finit par me montrer les papiers signés par le médecin et dit « Nous avons l'ordre de vous transférer. » Je ne sais pas. Tenez bon, don Sébastien. J'essayai d'expliquer, mais ma voix se perdit dans le rire d'Esteban et les paroles glaciales du médecin. Mes sacs furent jetés par terre comme des ordures. Les policiers me saisirent par les bras et me poussèrent vers la camionnette de la maison de retraite. Dot Alejandro fit un pas en avant, les larmes aux yeux. « Papa » parvint-il à dire, mais sa mère le tira par la chemise et murmura avec colère. « Ne t'en mêle pas. » Mon fils baissa la tête, vaincu. Cette image me brisa plus que tout. Mon propre fils, priant de son amour pour moi et sa peur de sa mère, Dot monta dans le camion comme si j'étais une criminelle. Le moteur rugit et j'eus l'impression d'être arraché à ma propre vie. Je regardais par la fenêtre tandis que nous roulions dans les rues de ma ville. Je revoyais la place où je jouais enfant, l'église où je rêvais de remercier Dieu pour mon retour, l'école que j'aidais avec l'argent de mes envois de fonds. Tout semblait lointain, comme si cela ne m'appartenait plus. Dot. Chaque nid de poule sur la route me rappelait mes sacrifices aux États-Unis. Les nuits blanches, le froid, la solitude, la faim. J'avais tout fait pour que ma famille aille bien. Et maintenant, c'est eux qui me dépouillaient de ma maison, de ma dignité et de ma voix. Dot. Ce jour-là, alors que le camion s'éloignait, j'avais l'impression de... J'avais été enterré vivant, mais quelque chose de différent naissait en moi. Ce n'était plus de la tristesse, c'était de la fureur. Je n'allais pas laisser tout cela finir ainsi. Je n'étais pas un vieil homme inutile. J'étais un homme qui avait survécu à la fin du Chiapas, au désert, à la police de l'immigration et au dur labeur du Nord. Et maintenant, j'allais survivre à la trahison de ma propre famille, Dot astérisque. Lorsque la camionnette de la maison de retraite s'est arrêtée devant un portail en fer rouillé, j'ai eu l'impression que la vie me frappait de plein fouet.
Le panneau à l'entrée indiquait « Maison de retraite ». Je n'aurais jamais imaginé qu'après 35 ans aux États-Unis, après avoir envoyé des milliers de dollars, mon destin au Mexique serait de finir ici comme une nuisance. Le chauffeur est sorti, a ouvert les portes et a ordonné « Allez, monsieur, vous restez ici ». J'ai porté mes valises comme si c'était le dernier lambeau de dignité qui me restait avant d'entrer. J'ai été envahi par une odeur d'humidité mêlée de produits bon marché. Médecine. Le couloir était long, avec des murs écaillés et des lampes vacillantes. D'un côté, des personnes âgées étaient assises dans des fauteuils roulants, certaines le regard vide, d'autres penchées en avant, endormies. Le silence régnait, parfois interrompu par un gémissement ou une toux sèche. Chaque pas me donnait l'impression d'entrer dans un cimetière. À Vidadot, on m'avait assigné une petite chambre avec un lit en fer, un matelas fin et une couverture usée. J'ai laissé mes valises par terre et me suis assis, les mains tremblantes. J'ai fermé les yeux et me suis souvenu de mes racines. Soudain, je me suis revu dans mon village, enfant, courant pieds nus dans la jungle, grimpant aux arbres pour cueillir des mangues. J'ai vu ma mère moudre du maïs sur le métate, en sueur depuis avant l'aube. Je me suis souvenu d'elle me donnant une boule de sel en disant « Mange, mon fils, c'est tout ce que nous avons ». Ces souvenirs m'ont fait mal, car j'ai compris que toute ma vie avait été une lutte contre la pauvreté et l'humiliation. J'avais connu la faim depuis mon enfance, et c'est pourquoi j'étais parti vers le nord. Je pensais qu'après tant de sacrifices, je reviendrais au moins, pour me reposer, mais la vie me ramenait au même point. L'abandon, comme si rien de ce que j'avais fait n'avait eu de sens. Dans mon lit de maison de retraite, j'entendais les voix d'autres personnes âgées. Certaines parlaient de leur famille, d'autres pleuraient en silence. L'une d'elles m'a salué depuis le lit voisin. Il m'a demandé « Ils t'ont laissé ici aussi ?» J'ai hoché la tête sans rien dire. Il a soupiré et a ajouté « Mes enfants ont été admis chez moi lorsque je leur ai cédé la maison. Ils ne m'ont plus jamais rendu visite. » Cette phrase m'a glacé le sang. J'ai compris que je n'étais pas le seul. Il y en avait beaucoup comme moi, des hommes qui avaient travaillé toute leur vie et qui se retrouvaient bloqués ici, oubliés. En écoutant ces histoires, je me suis souvenu des injustices que j'avais subies au Mexique avant d'émigrer. Je me souvenais des hacendados, ceux qui avaient travaillé toute leur vie, qui nous traitaient comme des ordures et nous versaient des salaires de misère. Je me souvenais de mon dos qui se brisait à porter des sacs de café, si bien qu'à la fin de la journée, j'avais à peine de quoi acheter 1 kilo de tortilla. Je me souvenais des fois où ils m'humiliaient au magasin, refusant de me reconnaître parce qu'ils savaient que j'étais pauvre. Tout cela m'a poussé à partir. Et maintenant, après avoir survécu au désert, aux agents de l'immigration, au froid, à la solitude, je me retrouvais enfermé dans une maison de retraite comme si je ne valais rien. Dot. La douleur était insupportable, mais en même temps, elle allumait une flamme en moi. Je n'étais pas comme les autres qui se résignaient à accepter. Je ne pouvais pas rester assis à attendre la mort. Ma vie avait été faite de combats depuis mon enfance. Je me suis battu contre la faim au Chiapas, contre le désert à traverser, contre les abus aux États-Unis, et maintenant j'allais capituler devant la trahison de ma femme et du médecin. Non, quelque chose en moi refusait de mourir ainsi. Point. Cette nuit-là, j'ai eu du mal à dormir. Le lit craquait à chaque mouvement, les moustiques bourdonnaient dans mes oreilles et la chaleur était suffocante. Mais au lieu de sombrer dans la tristesse, j'ai commencé à faire le point sur ma vie. Je me suis vu enfant coupant la canne à sucre, jeune homme portant des sacs, adulte travaillant dans le bâtiment dans le nord. Et dans chaque image, il y avait un fil conducteur. Je n'ai jamais abandonné. J'ai toujours persévéré, même quand tout était contre moi. Cette réflexion m'a donné de la force à l'aube. Lorsque la lumière a traversé la fenêtre brisée de ma chambre, je me suis levé avec une décision claire. Je n'allais pas me laisser enterrer vivant dans cet endroit. Je devais trouver une issue, un moyen de prouver que je n'étais pas mort. J'étais malade, je pensais que tout cela n'était qu'un plan machiavélique de ma femme et du médecin pour m'approprier mes biens. Je ne savais pas comment j'allais m'y prendre, mais je savais que j'y arriverais. Ce jour-là, tandis qu'on me servait une assiette de haricots blancs dans la salle à manger de la maison de retraite, j'entendis d'autres histoires. Un autre vieil homme me raconta que son propre gendre l'avait piégé pour lui prendre ses terres. J'éprouvais de la rage, mais aussi de la compassion. Ce n'était pas seulement mon combat, c'était celui de beaucoup. Et cela me donna encore plus de raisons de résister. Ce n'était pas seulement pour moi, c'était aussi pour tous ces hommes dépossédés. Je sortis sur la terrasse et vis le ciel bleu du Chiapas. Je fermai les yeux et pris une grande inspiration. Je me souvins de la voix de mon père lorsqu'il me dit « Sastian, la vie n'est pas facile, mais celui qui endure gagne toujours. » À ce moment-là, je décidai que je ne serais pas un autre vieil homme abandonné. J'allais me battre, et cette fois,
Ce ne serait pas avec une machette ou à main nue, ce serait avec la vérité et la dignité que personne ne pourrait me voler. Le deuxième jour à la maison de retraite, j'ai compris que cet endroit n'était pas seulement un refuge pour personnes âgées malades. C'était une sorte de cimetière vivant, rempli d'hommes et de femmes qui avaient autrefois une famille, un travail, une dignité, et qui étaient maintenant traités comme des fardeaux. Tandis que nous mangions un plat fade de riz et de haricots blancs au petit déjeuner, j'écoutais les conversations des autres. Chaque histoire était un choc. Chaque mot me montrait que je n'étais pas le seul à avoir été trahi. À côté de moi se trouvait don Ignacio, un homme aux mains rugueuses et à l'air fatigué. Il m'a raconté qu'il avait travaillé toute sa vie dans les champs, cultivant du maïs et du café, mais que ses enfants l'avaient convaincu de signer des actes pour l'aider dans les démarches. Finalement, ils l'ont laissé sans rien. Ils m'ont mis ici et ne sont jamais revenus, a-t-il dit, la voix brisée. J'ai ressenti de la colère. Cela reflète ce qu'ils essayaient de faire de moi. Dotto, un autre homme âgé, don Luis, avait été un migrant comme moi. Il m'a raconté qu'il avait passé 20 ans en Californie à travailler dans la vendange. Il envoyait de l'argent chaque mois à sa femme et, à son retour, elle vivait déjà avec un autre homme. Ils l'ont admis dans cet asile sous prétexte qu'il était fou. Il m'a regardé attentivement et a dit « Ils nous ont pressés comme des oranges, Sébastien, et quand nous étions déjà servis, ils nous ont jetés. » Ces mots m'ont blessé comme si c'étaient les miens. En écoutant, des souvenirs de ma jeunesse au Chiapas me sont revenus. Porridge, sachant que mes enfants dormiraient le ventre vide. J'ai revécu ce même sentiment maintenant, assis dans la salle à manger de l'asile, entouré d'hommes qui avaient été oubliés par les mêmes familles qui autrefois juraient de les aimer. Les jours passaient lentement entre les discussions, les regrets et les souvenirs. J'ai compris que mon cas n'était pas isolé. C'était un schéma qui se répétait encore et encore des hommes qui avaient tout sacrifié, qui avaient envoyé de l'argent des États-Unis ou qui avaient travaillé comme des bêtes au Mexique et qui ont fini abandonnés dans cet endroit. Moi, avec courage, je ne pouvais pas me résigner à accepter le même sort. Un après-midi, assis sur un banc de terrasse, j'ai pensé à tout ce que j'avais enduré. Je me suis souvenu des moments où l'immigration m'a pourchassé aux États-Unis. Les nuits où je dormais sur le sol d'une chambre froide, les fois où je travaillais avec de la fièvre pour ne pas perdre la journée, je me souvenais à quel point chaque sacrifice que je faisais était dans l'idée que ma famille vivrait bien. Et maintenant, eux, mon propre sang, m'avaient mis ici comme si j'étais un vieux meuble. Dotto, je ne pouvais pas finir ma vie sur ces murs non peints, à écouter les cris et à attendre la mort. Quelque chose en moi s'éclaira plus fort que jamais. Je me suis dit, je ne suis pas venu au monde pour être une victime. Si j'ai survécu à la faim étant enfant, si j'ai traversé le désert, si j'ai enduré la solitude dans le Nord, je survivrai aussi à cette trahison. Les autres anciens m'écoutaient parler avec colère et m'encourageaient. L'un d'eux m'a dit, « Tu as encore de la force, Sébastien. N'abandonne pas. Nous ne pouvons plus, mais vous le pouvez. » Ces mots m'ont donné plus de courage. Ce n'était pas seulement mon combat. Si j'ai réussi à me relever, c'est aussi grâce à eux tous. Pour chaque homme qui avait été dépouillé et oublié de sa dot la nuit, j'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les injustices que j'avais vécues depuis que j'étais enfant. Je me suis rappelé comment les propriétaires fonciers du Chiapas nous faisaient attendre des heures pour nous payer quelques pièces. Je me souviens qu'aux États-Unis, ils m'exploitaient parce que j'étais sans papier et maintenant, dans ma propre ville, ma femme et le médecin voulaient effacer mon histoire en volant ce que Dot avait rassemblé au prix de tant d'efforts. Le lendemain, alors qu'il nous servait un autre repas insipide, je me suis levé et j'ai dit à voix haute, « Je ne vais pas abandonner. Je ne suis pas fou, je ne suis pas malade. De mon enfance au Chiapas, de ma jeunesse dans la misère, de mes années aux États-Unis, tout s'est réuni en moi comme une seule vérité. Je n'étais pas un homme vaincu, j'étais un homme qui avait survécu au pire et qui avait maintenant le devoir de se battre. Et cette décision m'a donné la force de passer à l'étape suivante. Les jours à l'asile passaient quand même lentement, avec la même odeur d'humidité et de médicaments rances, mais au lieu de barreaux, j'avais des murs non peints et une routine d'abandon. Cependant, l'idée que je n'allais pas abandonner était toujours vivante en moi. Un après-midi, alors que j'étais assis sur la terrasse, regardant le ciel nuageux, j'ai entendu un travailleur social m'appeler par mon nom, don Sébastien. Est-ce que quelqu'un veut le voir? Au début, j'ai pensé que c'était un canular, que peut-être ma femme venait encore se moquer de moi. Mais quand j'ai levé les yeux, j'ai vu un homme aux cheveux gris, des lunettes et un dossier sous le bras. C'était Oscar Dot. Oscar était mon ami d'enfance. Je l'ai reconnu, nous nous sommes serrés fort et soudain tous les souvenirs sont revenus. Quand nous étions enfants, nous vendions du bois de chauffage ensemble au marché. Nous avions couru pieds nus dans les rues poussiéreuses de la ville. Nous avions partagé des tortillas salées alors qu'il n'y avait rien d'autre. Il a toujours été studieux et même si je suis allé à la campagne,
Il a continué ses études. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais avocat. Dotez-moi. Il le regardait avec des yeux pleins de rage. Contenu. Sébastien, j'ai découvert ce qui se passait. Ta sœur m'a cherché. Elle a conservé vos papiers, actes et reçus pour les envois que vous avez envoyés depuis les États-Unis. Vous n'êtes pas seul. J'ai senti une boule dans ma gorge. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un me parlait honnêtement, sans feinte de compassion ni ridicule. Je lui ai tout raconté depuis mon arrivée au Mexique jusqu'à la façon dont ils m'ont chargé dans le fourgon d'asile. Oscar serrait les dents à chaque mot. C'est une fraude. Ce médecin a déjà fait la même chose avec d'autres. Il déclare les personnes âgées malades pour conserver leurs biens. Et votre femme a signé des papiers avec lui. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous aider. Je le jure, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, mais cette fois pour quelque chose de différent. Espoir, je me souviens de l'époque où, étant jeune, Oscar et moi rêvions de changer nos vies. Je suis allé au nord pour travailler. Il a étudié le droit. Maintenant nos chemins se sont croisés à nouveau comme si le destin avait attendu ce moment pour se doter du lendemain. Oscar revint avec plus d'informations. J'avais examiné les documents que le médecin avait présentés contre moi. Il s'agissait de faux diagnostics signés sans véritables études. Ça ne tient pas devant un tribunal, m'a-t-il dit fermement. De plus, il m'a montré les actes qui étaient à mon nom. Cela signifiait que légalement, la maison et le terrain m'appartenaient. Ce que ma femme et mon cousin Esteban avaient fait était un pur vol déguisé dot. Pendant que nous parlions, je me suis souvenu de toutes les fois où ma femme m'a appelé pour me demander de l'argent supplémentaire pour des réparations dans la maison ou des dépenses de santé. Sans poser de questions, j'ai envoyé ce qu'il avait demandé. Penser qu'il a utilisé cet argent pour vivre avec un autre homme et pour payer le médecin qui voulait maintenant m'enterrer vivant m'a rempli de rage. Dot Oscar m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Sébastien, tu as survécu à la faim et à l'immigration. Vous gagnerez également ce combat, mais nous avons besoin de preuves, de témoins, de gens pour parler. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas comment, mais j'étais prêt à tout. Point. Un tournant inattendu est survenu quelques jours plus tard. Un travailleur social, un jeune homme qui était témoin de l'injustice depuis des années, m'a approché en secret. Il m'a tendu une clé USB. Voici les enregistrements de sa femme et du médecin. Ils ont tout planifié, y compris la manière dont leurs actifs allaient être répartis. Je ne supporte pas de voir comment ils profitent de vous et des autres personnes âgées. Utilisez-le. Je l'ai regardé avec surprise et je l'ai remercié du fond du cœur. Ce jeune homme m'a donné la première preuve concrète que je n'étais pas fou, que tout n'était qu'un sale plan avec ce matériel. Oscar commença à préparer la défense. Il m'a dit que la première étape serait d'arrêter la déclaration d'invalidité qu'ils étaient en train de traiter au tribunal. S'ils parvenaient à me déclarer incapable, je perdrais tous mes droits et je ne pourrais plus me battre pour quoi que ce soit. Il fallait agir vite. Chaque conversation avec Oscar me rappelait mes jours au Mexique lorsque nous étions enfants. Il se souvenait de la façon dont je l'avais défendu contre les aînés qui se moquaient de lui parce qu'il était maigre et studieux. Maintenant, il m'a rendu cette faveur en me défendant dans un domaine que je ne connaissais pas, le droit. J'avais l'impression que la boucle se refermait pour Dot. Pendant ce temps, ma femme et Esteban étaient toujours en ville et profitaient de ce que j'avais construit. Les voisins ont commencé à murmurer. Certains me plaignaient. D'autres se moquaient de moi, disant que j'avais perdu la tête, mais peu à peu la vérité s'est imposée. J'allais sortir et j'étais prêt à le montrer, même si cela me coûtait toute ma dot ce soir-là. Alors que j'étais allongé sur le lit de l'asile, je ne me sentais pas vaincu. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir une arme, la vérité et l'aide d'un véritable ami. Me suis-je répété. Si j'ai survécu à la fin du Chiapas, si j'ai traversé le désert, si j'ai enduré la solitude des États-Unis, je gagnerai aussi ce combat. Personne ne m'enterra vivant. Le médecin est arrivé à la maison de retraite un après-midi avec sa blouse blanche impeccable et ce faux sourire qui me dégoûtait tant. Il traversait les couloirs comme si les lieux lui appartenaient. Les anciens le regardaient avec crainte. Certains baissaient la tête dès qu'ils le voyaient. Je l'observais depuis mon lit, les poings serrés. Je savais qu'il était venu pour moi. Il s'approcha lentement, comme s'il appréciait chaque pas. Lorsqu'il fut devant moi, il dit doucement, juste pour que je l'entende. « Sébastien, tu devrais rester. Calme. Tout est résolu. La famille a déjà décidé pour vous. Il est préférable que vous acceptiez votre destin ici. » Je l'ai regardé dans les yeux et je n'ai pas répondu. Puis il s'est penché vers moi et a murmuré. « Si vous ouvrez la bouche, vos enfants vont payer. Voulez-vous qu'il leur arrive quelque chose ?» J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Je menaçais mes propres enfants et je le faisais avec un calme glacial.
Pendant une seconde, j'ai pensé à me taire, à tenir le coup comme toujours, à tout avaler pour les protéger. Mais la colère accumulée au fil des décennies s'est enflammée en moi. Je me suis souvenu de l'époque où les migrants me poursuivaient aux États-Unis et je n'ai pas abandonné. Je me souvenais des nuits où je travaillais avec de la fièvre et du froid juste pour envoyer de l'argent. Je me souviens de mon fils Alejandro pleurant lors d'un Noël sans cadeau. Tout ce qu'il y avait de force m'a poussé à répondre. Dot, je me suis levé lentement du lit, je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu ne sais pas avec qui tu te moques. J'ai survécu à la faim au Chiapas. J'ai traversé le désert, j'ai enduré l'humiliation aux États-Unis. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Si vous pensez que je vais garder le silence, vous vous trompez lourdement. La vérité va éclater et vous allez payer. » Pendant un instant, je le vis surpris. Son sourire s'effaça, même s'il essaya de le retrouver rapidement. Il m'a dit « Ne t'inquiète pas. Détrompe-toi, mon vieux. Ici, c'est moi qui commande. J'ai ta femme, Esteban, et la police municipale à mes côtés. Personne ne te croira sur parole. » J'ai fait un pas en avant et j'ai répondu « Peut-être que personne ne me croit aujourd'hui, mais je ne suis plus la même. Personne qui est arrivé vaincu. Vous n'allez pas m'enterrer vivant. Chaque mensonge que vous avez inventé retombera sur vous. Et quand ce jour viendra, je veux que vous vous souveniez de ces mots. » Le médecin pinça les lèvres, me lança un regard haineux et murmura « Vous êtes un imbécile. Vos enfants sont faibles. Ils n'oseront pas vous défendre. Ils ont peut-être peur maintenant, mais un jour, ils ouvriront les yeux quand ils le feront. Ils verront le monstre que vous êtes. C'est la différence entre vous et moi. » Le médecin resta silencieux pendant quelques secondes, puis il laissa échapper un rire sec et se retourna. Avant de quitter la pièce, il m'a proféré une nouvelle menace. « Ce n'est pas fini, Sébastien. Je vais te couler plus que tu ne l'imagines. » Et il est parti, laissant l'écho de ses pas résonner dans le couloir. Je suis resté là, respirant profondément. Les autres anciens m'ont regardé avec surprise. L'un d'eux m'a dit à voix basse que personne n'avait jamais confronté him like that. Everyone is afraid of him. Il répondait, Fear no longer serve me. If he stay silent, he'll die in here. He prefer to die fighting. That night he went over every word in my mind. Yes, he was at a disadvantage. The doctor had power, contact and even my wife on his side. But he had something strange, the truth and courage of a man who does not give up. He remembered Oscar, my childhood friend, and felt relief. Dot wasn't alone. The threat against my children hurt my soul. Il ne pouvait pas laisser quoi que ce soit arrivé eux. Je pensais à Alejandro, à ses larmes ce jour-là devant la maison, quand il a essayé de me défendre et que sa mère l'a renversé. J'ai pensé à mes filles, coincées entre la peur et l'obéissance. Ils ne méritaient pas de supporter cette guerre. Cette réflexion m'a donné encore plus de raisons de confronter le médecin. Ce n'était pas seulement mon combat, c'était aussi celui de mes enfants. Avant de m'endormir, je suis allé à la fenêtre de la chambre. J'ai regardé les étoiles dans le ciel du Chiapas et je me suis souvenu des nuits dans le désert où les mêmes étoiles me guidaient lors de ma traversée vers les États-Unis. À ce moment-là, je me suis dit, si je pouvais gérer le désert, je peux gérer ça aussi. Personne ne va me briser. Je me suis couché le cœur brûlant, mais pas avec peur, mais avec décision. La première confrontation était terminée et même si le médecin pensait qu'il avait l'avantage, je n'étais plus le même. J'avais retrouvé ma voix et c'était la première victoire. Point astérisque. Les jours qui ont suivi la confrontation avec le médecin ont été plus tendus que jamais. Je savais qu'il n'allait pas rester calme et je n'avais pas tort. Un matin, 2 hommes en costume sont arrivés en prétendant être des inspecteurs de la santé mentale. Ils ont amené des papiers avec des cachets et j'ai commencé à me poser des questions absurdes. Mon nom, mon âge, le jour où nous étions, des choses que tout le monde connaît. J'ai répondu calmement, mais j'ai remarqué qu'ils me disaient tout comme s'ils cherchaient des excuses pour me déclarer incapable. J'ai tout de suite compris qu'ils faisaient partie du plan du médecin. S'il pouvait déclarer que j'étais atteint de démence, il me retirait tous mes droits légaux. Moi-même, pendant qu'il marquait, j'étais, en pensant à quel point c'était injuste. 35 ans de travail aux États-Unis, j'envoyais de l'argent mois après mois, et maintenant ils voulaient me faire taire avec un tampon et une signature par point. À cette époque, mes enfants subissaient des pressions. Une des infirmières qui sympathisait avec moi m'a dit en secret qu'elle avait vu ma femme au tribunal avec le médecin. Ils ont présenté à mes filles des documents à signer. Il s'agissait de transfert de propriété. Elle leur a dit que c'était le mieux, que je ne comprenais plus rien et qu'ils devaient protéger l'amour. Patrimoine familial. La plus jeune a pleuré, mais on a fini par la forcer à signer en tremblant. Alejandro, mon fils a refusé et c'est pour cela qu'ils l'ont menacé.
Ils lui ont dit que s'il ne coopérait pas, ils le chasseraient de la maison d'hôte. Quand j'ai entendu cela, j'ai ressenti un mélange de colère et de douleur. Je me souviens de l'époque aux États-Unis où je travaillais malade, avec de la fièvre et de la toux, juste pour envoyer de l'argent. Il y a eu un hiver où je me suis réveillé avec les os engourdis. Je pouvais à peine bouger, mais je suis quand même allé à l'usine parce que ma femme m'avait dit que nous avions un besoin urgent d'argent pour les médicaments. Cette image m'a transpercé comme un couteau. Tout ce sacrifice était utilisé contre moi. Dot. Le médecin et ma femme ont déplacé leurs contacts. Il y avait des rumeurs selon lesquelles ils voulaient soudoyer les juges locaux et accélérer le processus pour me déclarer incompétent. Il semblait que toutes les portes se fermaient, mais au milieu de cette obscurité, une étincelle d'espoir est apparue. Un après-midi, un travailleur social, un jeune homme qui m'accueillait toujours avec respect, m'a appelé dans un coin. Il a regardé autour de lui comme pour s'assurer que personne ne le voyait et m'a tendu une petite enveloppe. Ici, don Sébastien, je ne peux pas me taire. Voici la preuve de ce qu'ils font. Je l'ai ouvert avec les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une clé USB et plusieurs feuilles imprimées DOT. Le jeune homme m'a expliqué. Le médecin et sa femme venaient souvent discuter ici, sauf que personne ne les écoutait. J'ai enregistré ces conversations. On y entend comment ils envisagent de conserver ses propriétés, comment ils l'ont déclaré malade sans preuve, comment ils ont manipulé ses enfants. Je ne supporte pas de voir autant d'injustice. Tu n'es pas fou, don Sébastien, et tu mérites de te défendre. Néolo, j'ai regardé avec les larmes aux yeux. J'avais envie de le serrer dans mes bras, mais il m'a juste dit « Fais attention, ça peut t'aider ». Et il partit précipitamment, comme s'il avait peur d'être découvert. J'ai gardé ce souvenir comme s'il s'agissait d'un trésor. Quand Oscar est venu me rendre visite, je lui ai tendu l'enveloppe. Il a regardé calmement puis a levé les yeux avec détermination. « Sébastien, avec ça, nous avons une arme puissante. Si ce que dit ce garçon est confirmé, nous pourrons prouver la fraude. Il ne s'agit plus seulement de vos paroles contre les leurs. Nous disposons désormais de preuves concrètes. Pour la première fois, j'ai senti que la balance commençait à bouger. Ce n'était plus seulement moi contre un système pourri. Maintenant, il y avait des documents, des enregistrements, des preuves de sa corruption et j'avais un ami prêt à me combattre jusqu'au bout. Point. Cette nuit-là, je me suis assis sur le lit de la maison de retraite et j'ai passé en revue tout ce qui se passait. J'ai pensé à mes filles signant des papiers les larmes aux yeux. J'ai pensé à Alejandro résistant du mieux qu'il pouvait pourrait. J'ai pensé à chaque dollar que j'envoyais des États-Unis. Chaque Noël que je passais seul. Chaque jour, j'ai enduré la faim pour qu'il puisse vivre mieux. Tout cela ne pouvait pas se terminer ainsi. Je n'allais pas le permettre. J'ai fermé les yeux et je me suis souvenu d'une journée aux États-Unis travaillant dans la neige sans gants, avec les doigts engourdis. Je n'arrêtais pas de me dire, c'est pour mes enfants. Cette même pensée m'est revenue à l'asile. Tout ce qu'ils faisaient maintenant était pour eux, même s'ils ne le comprenaient pas encore. C'était pour ton avenir et ma dignité. Dot. Le plan du médecin s'accélérait, mais je n'étais plus seul. Il avait Oscar, il avait des preuves et il avait la volonté d'un homme qui avait survécu au pire. Je savais que ce qui allait arriver serait plus difficile que d'intensifier la guerre, mais dans mon cœur il n'y avait plus de peur, seulement du courage. Le jour de la première audience arriva. Ils m'ont escorté de la maison de retraite jusqu'à la cour municipale comme si j'étais un criminel. En traversant les couloirs, je pouvais sentir les regards des gens. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec curiosité et plus d'un avec moquerie. J'ai serré les dents. Je n'allais pas baisser la tête. Dot. Quand je suis entré dans la chambre, ils étaient là, ma femme assise avec une expression hautaine, le médecin à côté d'elle avec sa blouse blanche et un dossier plein de papiers, mon cousin Esteban, derrière les bras croisés et un sourire moqueur, et de l'autre côté mes enfants assis ensemble, tête baissée. Alejandro m'a regardé avec des yeux pleins de larmes contenues, mais il n'a pas osé dire quoi que ce soit. Mes filles évitaient de croiser mon regard. Dot. Le juge, un homme sérieux aux lunettes épaisses, demanda le silence et commença. La première à parler fut ma femme. Il s'est levé, feignant une voix brisée, et a dit « Votre Seigneur, cet homme a abandonné sa famille pendant plus de 30 ans. Il est allé aux États-Unis et n'a jamais été présent. C'était un père absent qui préférait les dollars à ses enfants. Je demande que son incapacité soit déclarée et que le patrimoine de mes enfants soit protégé. » Ces paroles étaient comme des couteaux. Je sentais que chaque phrase cherchait à m'effacer à partir de la vie de mes enfants comme si je n'avais jamais existé. Existido. Si ça leur présente murmurando, alguno asitido, creando su teatro. Mi sangre via, quando l'ego mituro, maître Levanti. Abbiamo le nado la sala para presenciar el espectaculo.
Respirez hondo y hablez con voz firme. Sonore joué. Pas de soja empadré aux Andes. SOY un hombre que LO de todo pere su familia. Moi fui porc en chiapa no había nada. Mi hijo pas à bon hombre. Mi esposa l'oraba porc pas había dinero ni pour acheter des chaussures. J'ai traversé le désert risquant ma vie. J'ai travaillé dans la construction, dans les usines, dans les champs, en voyant toujours chaque dollar que je gagnais à la maison. Il vivait avec un toit, des vêtements, de la nourriture, parce que je travaillais d'arrache-pied là-bas. Ma femme m'a interrompu en criant « Mon, tu n'as jamais été père. À quoi servait ton argent si tu ne nous donnais jamais d'amour ?» Le juge lui a dit de se taire et m'a demandé de continuer. Je l'ai regardé attentivement et j'ai répondu « À quoi ça servait ?» C'était utile pour que mes enfants étudient, pour qu'ils ne s'endorment jamais le ventre vide, pour qu'ils aient une maison avec eux pendant que je dormais sur un vieux matelas aux États-Unis. C'était utile pour que vous puissiez vivre en paix, même si je travaillais dans la neige ou avec de la fièvre. C'était mon amour, me sacrifier pour que vous puissiez vivre en paix. Not go through something that he went through. Child in Chiapa. The room was silent. Some neighbor boeted in shame for the first time they understood the magnitude of my sacrifice. Dot me turned to my children and spoke directly to them with my hat in my hand. Children, you know the truth. Who paid for every notebook, every uniform, every toy they had? Who sent money every month without fail, even though we didn't even have enough to eat there? With you. And everything he did for love. J'ai vu Alejandro pleurer silencieusement, se mordant les lèvres. Mes filles ont chuté encore plus. Le regard du médecin, incapable de retenir la vérité face aux mensonges de sa mère, se releva alors pour tenter de reprendre le contrôle. Monsieur le juge, ne vous y trompez pas. Cet homme souffre de délire. Il prétend avoir travaillé, mais rien ne prouve que l'argent lui appartenait réellement. Tout ce qu'il possède est au nom de sa femme. Il invente des histoires pour conserver des biens qui ne lui appartiennent pas. Oscar, qui était à côté de moi, est intervenu d'une voix ferme et a montré un dossier rempli de reçus et d'actes de paiement. Voici les preuves de chaque expédition effectuée par Sébastien depuis les États-Unis. Chaque mois, pendant 35 ans, il envoyait de l'argent à sa famille, et voici les actes de propriétés enregistrés à son nom. Ce n'est pas une illusion, c'est la vérité. Le juge a pris les documents et les a examinés sérieusement. Les murmures dans la pièce s'amplifièrent. Le visage du médecin est devenu tendu et ma femme a commencé à bouger nerveusement les mains. Dotn, je me suis tourné vers le jugé à nouveau. Je ne suis pas un fou, aime le juge. Je suis un homme qui a lutté toute sa vie contre la pauvreté, contre la faim, contre la solitude. Et maintenant, je me bats contre la trahison de ceux que j'aimais le plus. Ne me coupez pas la voix, ne me déclarez pas incapable, car si vous le faites, vous condamnerez un innocent. Le juge a demandé le silence et a annoncé que l'audience se poursuivrait à une autre date car il devait revoir toutes les preuves. Il n'a pas rendu de verdict immédiat, mais ce n'était plus la défaite certaine à laquelle on s'attendait. Pour la première fois, la vérité éclatait au tribunal. Je quittai à nouveau le tribunal sous escorte, mais cette fois la tête haute. Il avait parlé clairement. Mes enfants avaient écouté, les gens avaient écouté. Et même si la guerre venait à peine de commencer, je n'étais plus un homme silencieux. Après la première audience, l'ambiance dans la ville a changé. Ce n'était plus seulement une affaire de famille, les gens ont commencé à parler. Certains voisins qui avaient vu comment je travaillais depuis que j'étais jeune ont dit que ce que je disais était vrai, que toute ma vie m'avait brisé le dos. Ce malaise atteint aux oreilles du médecin et de ma femme, puis la guerre s'est intensifiée. Une nuit, alors que Oscar rentrait chez lui, 2 hommes l'ont intercepté dans la rue, lui ont bloqué le chemin et l'ont poussé contre un. « Parais, arrête de te mêler de ce qui ne compte pas pour toi », lui ont-ils dit. L'un d'eux a sorti un couteau et l'a montré près de son visage. Oscar, d'une voix ferme, mais le cœur battant fort, a répondu « Ils ne vont pas me faire taire. Si vous pensez que j'ai peur, vous vous trompez. Je ne suis pas seul dans cette situation. » Les agresseurs l'ont frappé au ventre et sont partis, le laissant bloqué. Quand je l'ai découvert, j'ai voulu courir pour les affronter, mais Oscar m'a calmé. « Sébastien, cela montre juste que nous allons bien. S'ils réagissent avec violence, c'est parce qu'ils ont peur de perdre. » Au même moment, ma sœur a commencé à recevoir des menaces. Un après-midi, elle a trouvé un papier glissé sous la porte de sa maison. Il disait en grosses lettres « Si tu ne t'éloignes pas de cette affaire, tu vas finir pire que ton frère. » Elle me l'a montré les larmes aux yeux. « Sébastien, j'ai peur, mais je ne vais pas arrêter de t'aider. J'ai gardé tes papiers pendant tant d'années parce que je savais qu'un jour tu en aurais besoin. Je ne vais pas te trahir maintenant. » Je l'ai serré fort dans mes bras.
J'ai senti une boule dans ma gorge, car je savais qu'à cause de moi, elle aussi était en danger. Point. Mes enfants n'étaient pas libres non plus. Le médecin et ma femme ont continué à faire pression sur eux, leur montrant de nouveaux faux documents. Et ils leur ont dit que signer était la meilleure chose. Alejandro a refusé, mais cela lui a valu de terribles disputes avec sa mère. Mes filles effrayées commençaient à s'effondrer. Le mineur m'a rendu visite secrètement à l'asile. En pleurant, elle m'a avoué. « Papa, ils nous disent que si nous ne signons pas, ils vont nous jeter hors de la maison et nous laisser dans la rue. » J'ai peur. Je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit « N'aie pas peur, ma fille. Je ne suis plus seul. Nous avons des preuves et ce qu'ils veulent faire est illégal. Attendez encore un peu. Tout va être révélé. » Le même jour, une journaliste locale est arrivée à l'asile. Elle avait entendu des rumeurs sur mon cas et voulait m'interviewer. Au début, j'ai hésité, mais ensuite j'ai pensé que c'était l'occasion de montrer la vérité aux gens. Je lui ai raconté mon histoire. Les années au Chiapas à travailler pour des miettes, la décision d'émigrer, les sacrifices aux États-Unis, les envois de fonds constants et finalement la trahison à mon retour. Elle a pris des notes, a enregistré mes paroles et a promis de tout publier sur Dot. La nouvelle s'est répandue dans la radio locale et dans les petits journaux. Des titres qui disaient que le migrant avait été trahi par sa famille ou qu'il accusait le médecin de fraude contre les personnes âgées. Cela a encore enflammé la fureur de mes ennemis. Le médecin a tout nié dans des interviews, disant que j'étais malade et que ma femme essayait seulement de me protéger. Mais les gens ne le voyaient plus de là. Même manière. Agrandi. Une nuit, j'ai entendu des pas. Dans le couloir, quelqu'un a essayé d'ouvrir la porte de ma chambre. Je me levai brusquement, le cœur dans la gorge. La poignée bougeait, mais la serrure tenait. Puis j'ai entendu le bruit de quelqu'un qui s'enfuyait. Je ne pouvais pas voir de qui il s'agissait, mais je savais qu'ils essayaient de m'effrayer, peut-être de m'attaquer. À partir de ce moment, j'ai dormi avec un balai à côté du lit, prêt à me défendre d'autres. Chaque jour me rappelait que mon combat n'était pas seulement contre l'abandon, mais contre un système de corruption enraciné dans la ville. Le médecin a eu des contacts avec la police au tribunal et comptait sur le silence de ceux qui lui devaient des faveurs. Mais j'avais quelque chose qu'il n'avait pas. La vérité et le soutien des gens qui commençaient à se réveiller. Le DOT me rappelait mes années aux États-Unis où je travaillais dans des usines où les contremaîtres nous exploitaient sans pitié. Plusieurs fois, j'ai pensé abandonner, revenir les mains vides, mais je me suis toujours dit que je le faisais pour mes enfants. Maintenant, c'était pareil. Ils ne pouvaient pas faiblir, même si les menaces augmentaient. Mon combat était pour ma dignité et le leur. Dotoka m'a rendu visite le lendemain de ma tentative d'ouvrir ma chambre. Il est arrivé avec un œil au beurre noir, conséquence de l'attaque dans la rue. Il m'a regardé et m'a dit « Sastian, ce qui se passe n'est plus seulement un conflit familial, c'est un cas de corruption. Nous allons tout découvrir, mais nous devons résister. » Il s'est levé d'abord, avec sa voix confiante, il a parlé de diagnostic, de prétendues études qui ont confirmé ma maladie. Il a montré des papiers avec des cachets et des signatures. Ma femme à côté de lui a fait semblant de pleurer, disant que la seule chose qu'il voulait était de me protéger. Esteban, assis derrière, a souri avec confiance, comme s'ils avaient déjà assuré la victoire d'une fraude planifiée pour priver mon client de ce qu'il avait gagné avec tant de sacrifices. Envoyé par Sébastien pour 35 ans. Voici les actes des propriétés, enregistrés à votre nom. Et là, il a brandi une clé USB devant tout le monde. Il y a les audios où le médecin et la dame ont planifié cette tromperie. La pièce éclata en murmures. Le juge a ordonné le silence et a demandé que les audios soient diffusés. À ce moment-là, la voix du médecin retentit dans les haut-parleurs. On signe le diagnostic et c'est tout. Nous le déclarons incapable et gardons tout. La voix de ma femme était clairement entendue. Nous veillons ainsi à ce que les enfants signent. Sébastien ne pourra pas se défendre. Il est déjà vieux. Ce n'est plus utile. Le silence qui suivit fut pesant. Tout le monde se tourna vers le médecin et ma femme. Certains voisins ont commencé à murmurer avec indignation. Une femme a crié dans le dos. « Quelle honte! Sébastien s'est brisé le cœur dans le Nord et c'est ainsi qu'on le paie. » Un autre a ajouté. « Je l'ai vu comme un enfant travaillant dès son plus jeune âge. Il n'est pas fou. Vous êtes les voleurs. » Le visage du médecin est devenu rouge. Il a essayé de se lever, mais le juge l'a arrêté avec un regard sévère. Ma femme a baissé la tête, incapable de tenir le regard des gens. Esteban a essayé de se lever et de partir, mais plusieurs voisins l'ont pointé et ont commencé à lui crier dessus. Vivant maintenu. El ju pidió orden y anunció que las pruebas serán analizadas con detal, pero que d'entrada quedaba claro que había incoherencia grave en el caso del médico. Et sa phrase fut suffisante para que la sala estalara otra vez.
La noticia corrió por el pueblo como pólvora. Al salir del juzgado me encontré rodeado por gente. Algunos me abrazaron, otros me pidieron disculpas por haber dudado. Un hombre mayor me dijo, yo me acuerdo cuando te iba descalzo a la escuela. Sebastián, tu siempre fuiste trabajador. Pas de merecia esto. Sentia nudo la garganta. Después de tanto dolor, al fin alguien reconocía mi verdad. Mientras tanto, mi esposa y el médico se convirtieron en él sans trop de. Las burlas. En la plaza, la gente comenteaba los odios. Los niños imitaban su frase con sarcasmo. En la tienda, la duna me contó que varios clientes se rieron de Esteban cuando lo vieron entrar. ¿Y ahora que va a asesinar el dinero de Sebastián? La vergüenza empezaba a hundir los dos anoches en el asilo. Los otros años me redibieron como un héroe. Lo logramos, Sebastián. No diste voix a todo. Gracias a ti, la gente está viendo lo que pasa. Yo los miré con humildad y respondí, esto apenas comienza. Ellos no se van a rendir tan fácil. Pero ya dimos el primer golpe. Oscar me confirmó lo mismo. Esto fue solo la punta del iceberg. Con los audios y los documentos tenemos suficiente para abrir un caso de fraude, falsificación y amenaza. El médico y tu esposa están contra la pared, pero debemos mantenernos firmes porque van a intentar nueva jugada. Mientras intentaba dormir esa noche, pensé en mi hijo. ¿Qué estarían sintiendo después de escuchar las pruebas? Recordaba el rostro de Alejandro lleno de lágrimas en la primera audiencia. Se sentiría aliviado al ver que la verdad salía a la luz. Mi hija se daría cuenta de que habían sido manipulada. No él lo sabía, pero confiaba en que tarde o temprano abrirían los ojos. El pueblo ya no veía a mi esposa como la víctima que fingía ser. Ahora la llamaban traidora. El médico que encaminaba erguido con respeto, ahora era señalado a la cal como un estafador. Esteban, que siempre presumía de ser el más vivo, era visto como un parásito que se aprovechó de mi esfuerzo. Y esa vergüenza pública era apenas el inicio del castigo que merecían. Me recosté en la cama del asilo. Cerré los ojos y respiré profundo. Por primera vez desde que regresé a México, sentí que la justicia estaba de mi lado. No era el final, pero era un comienzo. Y yo estaba listo para llegar hasta donde hiciera falta dos asteriscos. El día del juicio final amaneció gris con un cielo cargado de nubes, como si hasta el clima presentiera lo que estaba por ocurrir. Me levanté con el corazón acelerado. Sabía que era la jornada más importante de mi vida. No era solo recuperar mi propiedad, era limpiar mi nombre frente a mi hijo y frente a todo el pueblo dot. La sala del tribunal estaba llena a reventar. Vecino, curioso, periodista, todo querían presenciar el desenlace. El ambiente era tenso, como si en él flotara electricidad. Mi esposa estaba sentada en primera fila con un rostro pálido, sin la seguridad que solía mostrar. El médico, en cambio, intentaba aparentar calma, pero su mano temblaba ligeramente. Esteban se escondía detrás con los ojos inquietos, sabiendo que la marea había cambiado dot. El juez pidió silencio y dio inicio. Oscar fue el primero en presentar el caso. Con voz firme expuso cada prueba, los recibos de remesa, las escrituras a mi nombre, los testimonios de trabajador del asilo y, por supuesto, los audios donde el médico y mi esposa tramaban todo. Cada palabra caía como martillazo. La gente murmuraba indignada. Point. Cuando el juez preguntó a la defensa, el médico se levantó de golpe, golpeó la mesa y gritó: todo esto es una conspiración. Esos audios están manipulados. Su voz retumbó en la sala, pero nadie le creyó. El juez lo mandó a guardar silencio. Pero él siguió gritando: ese viejo está loco. Lo único que quiere es destruir porque no soporta la verdad. Mi esposa intentó apoyarlo, levantándose con lágrimas fingidas. Señor juez, yo solo trataba de protegerlo. Sebastián ya no está bien. No entiende lo que hace. Lo único que hizo buscar el bienestar de mi hijo. Pero en ese momento, Alejandro se levantó del público. Su voz temblaba, pero habló con fuerza. Basta, mamá, ya escuchamos las pruebas. Papá no está loco. Él no mantuvo toda la vida mientras tu lo traicionaba. Un murmullo recorrió la sala. Mi hija bajaron la cabeza lo rondó en silencio. Mi esposa quedó paralizada sin palabra. Fue como si todo su teatro se derrumbara en un instante. El médico en l'Occident empezó a insultar.
A todo, al juez, a los testigos, a Oscar. Los policías de la sala tuvieron que sustarlo mientras gritaba que se vengaría. Su bata blanca ya no representaba respeto, sino la imagen de un hombre derrotado, d'hôtel. Juez, con voz firme anunció la sentencia. Después de revisar las pruebas, se conclut que el señor Sebastián González Ortiz no padece ninguna incapacidad mental. Se confirma que es el legítimo propietario de las tierras y bien en disputa. En cuanto al doctor y a la señora, se le procesa por fraude, falsificación de documentos y amenaza. Que Don Bajo arrestó inmediato. La sala explotó en murmullo y exclamación. Yo sentí que él volvía a entrar en mi pulmones después de no. Los policías esposaron al médico, que forcejaba y gritaba insulto. Mi esposa cayó de rodillas llorando, implorando a mi hija que la ayudaran, pero él se alzaron con el rostro lleno de vergüenza. Esteban intentó escapar por una puerta lateral, pero fut detenido por vecinos que él lo enfrentaron. Tu también eres culpable. Oscar me puso una mano en el hombro. Lo logramos, Sebastián. La verdad salió a la luz. Yo lo miré con lágrimas en los ojos y apenas pude decir: Gracias, hermano, me devolvís la vida. El juez pidió silencio de nuevo y mirando a todo dijo que este caso sirva como ejemplo. No se puede jugar con la dignidad de un hombre que ha entregado su vida al trabajo y al sacrificio. La justicia existe un tarde en lugar. Su palabra quedaron grabada en cada rincón de la sala. Salí del juzgado rodeado de gente que me aplaudía. Algunos me pedían perdón por haber creído las mentiras. Otros me decían que mi historia era la de mucho, que gracias a mí habían abierto los ojos. Yo solo pensaba en mi hijo. Me acerqué a él, los abracé fuerte y le susurré: Nunca dudé de usted. Siempre fueron mi fuerza. Alejandro me apretó con fuerza mientras mi hija lo rabó en silencio en mi brazo dot. El médico fut levado a una patrulla con el rostro descompuesto y los gritó ahogado por la multitud que él señalaba. Mi esposa, escoltada por policía, era insultada por las mujeres del pueblo que alguna vez la admiraron. Traidora, le gritaban, no va nada. La vergüenza pública fut tan dura como la condena legal doté esa noche de regreso en el asilo. Me acosté a la cama de mi niñero, pero ya no con la sensación de derrota. Cerré los ojos y recordé el momento en que crucé el desierto, las noches de soldado en Estados Unidos, las lágrimas de mi hijo cuando eran pequeño. Todo había valido la pena. Había resistido a lo imposible y ahora, al fin, la justicia estaba de mi lado. Los días después del juicio fueron como un despertar para todo el pueblo. La noticia se regó más rápido que la pólvora. El médico y mi esposa estaban presos por fraude y amenaza. El hombre que alguna vez fue respetado, el que se paseaba con bata blanca como si fuera intocable, ahora estaba en una celda como sin privilegio, soportando las miradas de desprecio de todo. Se decía que lo rababa por las noches, que gritaba su inocencia, pero nadie le creía. El pueblo ya él lo había condenado como un estafador que jugó con la vida de los ancianos, dot mi esposa. En cambio, quedó deshecha. En la cárcel dejó de fingir lágrimas y empezó a mostrar la verdadera cara, rencor, amargura y odio. Intentó culpar a todo, hasta nadie la escuchó. Estaba sola, sin familia, sin amigo, sin el respeto que alguna vez tuvo. La gente en el pueblo la llamaba la traidora, y hasta quien gente la saludaban cruzaban la calle para no verla. Doteon no corrió mayor suerte. Aunque no lo encarcelaron, la vergüenza pública lo sepultó. Nadie quería dar trabajo. Nadie lo invitaba a las fiestas del pueblo. Vivía encerrado, temiendo cada mirada. Al final terminó vendiendo lo poco que le quedaba y huyó a otro lugar. El pueblo lo recordaba como el primo mantenido que quiso robar todo a Sebastián. Esa marca lo acompañaría siempre dot. Mientras lo caían, yo empecé a recuperar lo que era mío. El juez ordenó que las propiedades y tierras volvieran a mi nombre. Regresé a mi casa y esa que había levantado con cada dólar que envié desde Estados Unidos. Entrar de nuevo por esa puerta fue como recuperar el aire que me habían robado. Toqué las paredes, caminé por los cuartos, me senté en la silla dont tantas veces soné con estar. No había lujo, pero para mí era un palacio porque era el fruto de mi vida otra. Point. Lo más importante fue reconciliarme con mi hijo. One tarde los reuní en la sala. Los miré uno por uno y le dije: Hijo, sé que estuvieron atrapados entre el miedo y las mentiras, pero quiero que sepan algo. Todo es lo que hice por usted.
no ca los culpe. Solo quiero que entiendan que su padre jamais los abandonó. Alejandro, con lágrima en los ojos, fut el primero en hablar. Papá, perdóname. Yo intenté defenderte, pero tenía miedo. Ahora sé que todo lo que contaba es verdad. Tu fuiste nuestro sostén, aunque no estuviera presente. Mi hija, los dos se acercaron a abrazarme. Perdónanos, papá. Mamá no llenó de mentira. No hizo creer que estaba loco. Pero ahora sabemos la verdad. Sentí su brazo rodar y supe que esa era la victoria más grande, recuperar. El amor de mi hijo Dot. El pueblo también cambió su mirada hacia mí. Hombre y mujer que alguna vez me vieron como un migrante ausente, ahora me saludaban con respeto. Algunos me pedían disculpas por haber creído en las mentiras. Otros me decían, Sebastián, tu historia no abrió los ojos. No ansnas que no hay que calar ante la injusticia. Sentí que después de tanto había recuperado no solo mi dignidad, sino también el lugar o la memoria de mi Jean Dot. El asilo quedó atrás, pero nunca olvidé a los hombres que conocía ahí. Volví a visitarlo con comida y cobija. Le prometí que no me iba a olvidar de él. Muchos lograron al verme regresar. Estaba no como un prisionero, sino como un hombre libre. Le dije, nuestra voz vale, on quiere calarla. No de gens que nadie le robe lo que le pertenece. El médico, mi esposa y Esteban quedaron marcados por la ruina y el desprecio. Yo, en cambio, recuperé lo que realmente importaba. Mi casa, mi hijo y mi dignidad. No me quedé con rencor. No valía la pena. Lo único que quise volver a vivir en paz, caminar por mi pueblo sin miedo, saludar a mi vecino con la frente en alto. Dot, una tarde, sentado a la plaza, sus amigos lloraron mientras conversaban entre ellos. El sol se escondía detrás de los cerros tiñendo el cielo de naranja. Cerré los ojos y respiré hondo. Pensé en mi infancia en Chiapas, en el hombre, en el desierto, en las fábricas de Estados Unidos. Todo ese sufrimiento me había traído hasta ese instante y una traición me había golpeado. No había logrado destruirme. Sonreí en silencio y me dije a mí mismo, sobreviví al hambre, al frío, a la soledad, a la traición y sigo en pie. Et esa fut mi verdadera victoria. M.